À 51 ans, elle devient la pire tueuse en série américaine et en écoutant son histoire, vous y réfléchirez à 2 fois avant de mettre vos grands-parents dans un EHPAD. Dorota Puente est née en Californie dans une famille très instable. Elle est élevée par des parents alcooliques qui vivent dans une très grande misère. Elle a du mal d'ailleurs à trouver sa place dans une fratrie de 7 enfants dont elle est l'avant-dernière. Pour arrondir les fins de mois, sa mère commence à se prostituer et tous les jours, la petite Dorothea voit les clients de sa mère défiler à la maison. Le soir, les parents sortent souvent dans des bars et comme ils ne veulent pas payer de babysitter, ils enferment leurs enfants dans des placards pour être sûrs qu'il ne leur arrive rien. Ses parents étaient vraiment inconscients. En plus de leur comportement irresponsable, ils étaient suicidaires et faisaient souvent des scènes devant leurs enfants. Par exemple, ils pouvaient prendre une arme devant eux, la pointer sur leur tête et dire qu'un jour ils allaient tirer. Une fois, leur père a même tenté de se pendre devant Dorothea alors qu'elle n'avait que 5 ans. C'était un événement plus que traumatisant pour elle. Son père puis sa mère décèdent alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle se retrouve donc toute seule avec ses frères et sœurs. Elle va être placée dans un orphelinat avant d'être adoptée par une famille. Là-bas, elle prend vite son envol, car, encore adolescente, elle tombe folle amoureuse d'un soldat qui vient tout juste de rentrer de la Seconde Guerre mondiale. À seulement 16 ans, ils se marient et ont leur premier enfant, 2 petites filles. Mais ils n'ont pas d'argent et vont devoir placer leur fille dans un orphelinat et chez les parents adoptifs de Dorothea. Ils ne sont pas du tout en mesure de fonder et assumer une famille. En même temps, ce n'est pas très étonnant quand on connaît le passif de Dorothea qui n'a pas eu un modèle très inspirant. Mais elle ne parle jamais de son enfance à son mari, car elle sait que ce qu'elle a vécu n'était pas normal. Elle lui fait croire qu'elle a grandi au Mexique avant d'arriver aux États-Unis. Basé sur autant de mensonges, leur mariage vole en éclats après seulement 3 ans. Dorothea a alors 20 ans et n'assume pas du tout cette séparation. Il faut dire qu'à l'époque, c'est vraiment très mal vu de divorcer et d'être une mère célibataire. Elle a tellement honte qu'elle va commencer à signer des faux chèques au nom de son mari. Et c'est une très mauvaise idée car elle va se faire démasquer par la police et passera 6 mois derrière les barreaux. À sa sortie, elle rencontre Johnson dans un bar à San Francisco. Ils vont rester ensemble pendant 14 ans. Pour gagner de l'argent, après sa sortie de prison, Dorothea va se prostituer, comme le faisait sa mère. Mais cette activité ne va évidemment pas plaire à Johnson et ils vont beaucoup se disputer pendant toutes ces années. Ils vont faire que de se taper dessus, de se séparer, puis de se remettre ensemble. C'était une relation très toxique. Mais ils s'installent finalement quand même ensemble à Sacramento et Dorothea va commencer à boire et jouer à des jeux d'argent. Le monde de la nuit n'a alors plus aucun secret pour elle et elle va commencer à sombrer. Elle ne veut plus rentrer chez elle car son mari la violente constamment et elle se réfugie alors dans l'alcool et les bras d'autres hommes. Elle devient vraiment très fragile psychologiquement et va être même internée sur la demande de son mari à l'âge de 32 ans. Là-bas, elle est traitée pour schizophrénie et paranoïa. Une fois soignée, elle peut sortir avec un traitement adapté. Elle ne veut plus se prostituer mais monter son propre business. Elle ouvre alors un service de comptabilité pour les boîtes du coin. Enfin, officiellement, car officieusement, c'est une maison close où les prostituées viennent travailler. À cause de cette petite magouille, Dorothea se fait encore arrêter et refait 3 mois de prison. Et c'est à ce moment-là que Johnson demande le divorce. À sa sortie, Dorothea met donc en place son nouveau projet, auquel elle réfléchit derrière les barreaux. Cette fois, elle veut monter une pension. C'est une sorte de maison de repos, une maison de retraite un peu moins chère et plus conviviale dans laquelle on peut louer des chambres aux personnes qui sont très pauvres, très âgées ou très handicapées. En gros, les personnes qui sont totalement dépendantes. Pour monter son projet, elle va dans des bars et amadoue des vieilles personnes. Elle leur quémande un peu d'argent et leur explique qu'elle veut révolutionner la fin de vie des personnes en difficulté. Elle cible surtout les personnes qui sont malades, handicapées ou qui ne peuvent plus tout simplement vivre seules. La crème de la crème à ses yeux, ceux qui sont retraités et qui ont droit à des aides sociales. Elle les invite alors dans sa pension et une fois qu'ils sont bien installés confortablement, elle n'a qu'à ouvrir leur courrier et prendre leur chèque d'aide sociale qu'elle va ensuite modifier pour encaisser tous les sous. Mais son arnaque ne fonctionne pas tout de suite car ses pensionnaires ont vite compris le petit jeu de Dorothea. Ils sont âgés, mais pas idiots. Le souci, c'est que les pensionnaires qui réclament leur dû vont commencer à disparaître mystérieusement. Et en plus, toujours de la même manière. Ils dînent, puis quand ils montent dans leur chambre pour aller dormir, ils ne redescendent jamais le lendemain et ne sont plus dans leur lit.
C'est comme si c'était volatilisé. Un jour, un de ses locataires arrive à alerter la police et Dorothea file illico derrière les barreaux. Mais quand elle sort de prison, elle se fait passer pour une infirmière et retourne dans sa pension pour voler ses petits vieux. Avec son petit pactole, elle investit dans un restaurant avec une certaine Rousse. C'est une femme qu'elle a rencontrée totalement par hasard dans un bar. Elle s'associe et régale toute la ville avec de bons plats sans prétention, vraiment pas chers. Le restaurant est d'ailleurs un énorme succès et pendant 1 an, elles affichent complet tous les soirs. Mais un jour, le mari de Rousse tombe gravement malade et doit être hospitalisé. Rousse ne veut surtout pas rester seule dans sa maison et va demander à Dorothea si elle peut venir chez elle. Dorothea a une très grande maison sur 3 étages et offre sans hésiter le gîte et le couvert à Rousse. Mais vous allez voir que cette colocation n'était pas une si bonne idée. En seulement 2 semaines, Rousse tombe malade à son tour et se met à boire. Elle sombre dans une grande dépression et commence à perdre tous ses repères. Dorothea, en voyant son amie aussi triste, va lui fournir des médicaments pour la soulager. Le problème, c'est qu'elle est en train de l'empoisonner et Rousse meurt d'une surdose de médicaments en quelques semaines. Dorothea en profite alors pour vider tous les comptes de l'entreprise et transférer l'argent sur son compte en banque. Dorothea vient de toucher des milliers d'euros, mais ça ne lui suffit pas. Elle endosse alors son costume d'infirmière et retourne voler des personnes âgées. Une fois de plus, elle se fait prendre et retourne en prison pour quelques mois. En prison, elle entame une correspondance avec un certain Emerson, un homme de 70 ans qui touche une plutôt bonne retraite. Ils parlent sans cesse et commencent à se confier l'un à l'autre. À sa sortie de prison, Emerson sera là pour Dorothea et ils vont commencer à vivre une histoire d'amour. Évidemment, la seule chose qui intéresse notre criminel, c'est son compte en banque, pas des dîners aux chandelles et des petits câlins à la tombée de la nuit. Mais lui, complètement aveuglé par l'amour, n'y voit que du feu. Il a une confiance aveugle en elle et va faire l'erreur de signer un papier en disant que Dorothea a accès à son compte courant alimenté chaque mois par sa retraite. Une fois que le papier est signé, Dorothea va lui donner un gros coup de pelle sur la tête et Emerson sera tué sur le coup. Pour se débarrasser du corps, elle va engager un homme qui a l'habitude de faire quelques petits travaux ici et là. Elle lui demande de construire une boîte, fine mais longue, pour transporter de la marchandise. En fait, elle était en train de lui demander de fabriquer un cercueil. En pleine nuit, elle va y mettre le corps d'Emerson et attendre le lendemain matin pour que son employé l'aide à transporter la boîte vers un entrepôt. Pour aller là-bas, elle lui indique une route qui longe une longue rivière, mais sur le chemin, Dorothea va se plaindre que c'est trop lourd et va finalement lui expliquer qu'elle préfère tout jeter à l'eau. Et quelques semaines plus tard, bien évidemment, la police retrouve un corps au fond d'une rivière. Mais il est tellement méconnaissable à force d'être resté dans l'eau, personne n'arrive à identifier Emerson. Dorothea envoie alors des lettres à ses proches et en se faisant passer pour lui pour qu'il ne s'inquiète pas de son absence. Dites-vous que Dorothea ne se fera jamais prendre pour ce meurtre et va tout simplement disparaître du paysage. Avec tout l'argent qu'elle a récolté, elle va s'acheter une nouvelle maison et va louer des chambres à des personnes âgées, handicapées ou malades. Et comme dans la première maison de repos, si les pensionnaires réclament leur argent, ils disparaissent mystérieusement. Au bout de quelques mois, les voisins commencent à se plaindre. De mauvaises odeurs dans le quartier. Qu'est-ce qui peut puer autant du matin au soir? En parallèle, les proches des résidents commencent à trouver cela très bizarre qu'ils disparaissent, ne croient pas du tout au discours de Dorothea, qui les rassure en leur disant qu'ils sont partis faire un voyage à l'autre bout des États-Unis. Dorothea ment sans complexe et n'est jamais rassasiée. Un jour, elle va contacter Peggy, une assistante sociale chargée de trouver des logements pour les personnes en difficulté. Dorothea lui explique qu'elle tient une pension et Peggy accepte alors d'envoyer des gens dans le besoin chez elle. Mais Peggy vient régulièrement prendre des nouvelles des gens qu'elle a envoyés chez Dorothea. Et elle s'aperçoit vite que certains manquent à l'appel. Pourquoi tout le monde disparaît? Pourquoi Dorothea surtout ne s'inquiète pas? La gérante trouve ça normal qu'ils se soient enfuis en pleine nuit dans une crise de folie ou qu'un de leurs proches est venu les chercher sans la prévenir. C'est très bizarre. Et d'autant plus que maintenant Peggy n'a plus aucun moyen de les contacter. Au total, pour vous dire, Peggy va lui envoyer 10 personnes qui vont toutes au fil des années disparaître. En fait, Dorothea tuait ses pensionnaires en les empoisonnant. Elle leur faisait un petit cocktail de médicaments très puissants qui pouvaient les tuer sur le coup. Elle les enterrait ensuite au fond du jardin où elle faisait pousser un petit potager. Mais le problème, c'est que les odeurs devenaient de plus en plus fortes et les voisins ont continué à se plaindre. Elle leur disait que c'était à cause de la soupe de poisson qu'elle préparait tous les soirs. Bon, un jour, elle comprend qu'elle peut se faire griller bêtement à cause des odeurs et décide d'engager un homme de main pour construire une petite terrasse dans son jardin. Elle lui demande de creuser des trous et de la laisser les reboucher elle-même avant de poser le ciment. Et bizarrement, une fois que la terrasse a été posée, son employé va mystérieusement disparaître à son tour. Mais personne n'a jamais soupçonné Dorothea, car elle a l'air d'une pauvre vieille dame innocente qui aide des personnes les plus démunies et qui crée du lien social. Tout le monde est persuadé qu'elle est gentille, avec ses petits plats, ses gâteaux délicieux et son grand sourire. Pendant 10 ans, Dorothea va enchaîner les meurtres, mais un jour,
tout va basculer. Une assistante sociale va finalement dénoncer Dorothea après qu'une énième personne envoyée chez elle ait disparu. La police vient alors rendre une petite visite de courtoisie à Dorothea, lui pose des questions très simples sur la disparition de cette résidente et sur son activité. Dorothea leur répond alors le plus naturellement possible que sa résidente est partie avec de la famille au Mexique. La police fait alors le tour de la maison et découvre des tas de terre un peu partout. Ils ne prennent pas la peine de creuser mais interrogent quand même les résidents. Ils affichent tous une mine heureuse et assurent que Dorothea est une hôte exemplaire. Mais l'un d'eux, John, glisse un petit mot dans la poche d'un des agents et il est écrit qu'elle les menace et qu'ils doivent mentir s'ils ne veulent pas mourir. Pendant que Dorothea a le dos tourné, la police interroge alors John, qui leur avoue tout. Il dit qu'il se passe des choses étranges, qu'il n'a pas de famille et qu'il a peur surtout. Il précise que des gens disparaissent en pleine nuit après être montés dans leur chambre à la fin du repas et que plusieurs fois par mois, des odeurs nauséabondes envahissaient la maison. John explique aussi qu'une nuit, il a entendu un drôle de bruit et quelque chose semblait avoir été traîné sur le sol. La police attend alors quelques jours pour venir rendre visite à Dorothea. Quand elle les voit débarquer une nouvelle fois, elle semble très sereine. Elle les laisse fouiller la maison pendant qu'elle vaque à ses occupations et joue la petite grand-mère modèle. La police trouve alors 2 flacons de médicaments vides. Ils vont ensuite lui demander s'ils peuvent fouiller le jardin. Dorothea accepte, sans se démonter, et va même prêter une pelle aux agents pour qu'ils creusent. Ils vont découvrir un os de jambe, puis un pied et le corps d'une femme. Et aussi dingue que ça puisse paraître, Dorothea ne va même pas être arrêtée. Elle joue la vieille dame qui ne comprend rien et fait l'innocente. Pendant 2 heures, la police va lui poser des questions, mais elle ne craquera pas. Et comme à cette époque, il était assez fréquent de retrouver des cadavres dans son jardin, elle a pu s'en sortir. Car dans les maisons construites au 19e siècle, les familles qui n'avaient pas forcément les moyens d'enterrer leurs proches pouvaient enterrer les cadavres juste à côté de leur maison, faute de pouvoir se payer un enterrement digne de ce nom. Même si elle est relâchée, le lendemain, toute une équipe de police va débarquer avec des pelleteuses. Dorothea va prétendre qu'elle se sent très mal de voir autant de monde retourner sa maison, et comme cette vision semble trop insoutenable pour elle, elle va aller dans un café le temps qu'ils finissent de tout inspecter. Mais vous avez bien compris que Dorothea est juste en train de trouver un moyen de s'échapper. Au total, 7 corps seront découverts aux 4 coins de son jardin. Certains n'ont plus leur tête et les cadavres seront découpés. Mais grâce à des vêtements ou des papiers, les experts réussissent à identifier la plupart des victimes. C'est un véritable choc pour les habitants de Sacramento et la pension va faire couler beaucoup d'encre. La police va être très critiquée car elle n'a pas arrêté Dorothea et la pension va attirer beaucoup de curieux. Et c'est vrai qu'au moment où l'affaire a éclaté, Dorothea était déjà très loin avec plusieurs milliers d'euros en poche. Assez d'argent pour recommencer sa vie à zéro. Elle s'installe alors à Los Angeles et jette son dévolu sur un certain Charles. Elle l'a rencontré au bar de l'aéroport pendant sa cavale et s'est fait passer pour une vieille dame fraîchement veuve qui voulait entamer un nouveau départ sous le soleil de la Cité des Anges. Au fil de leur discussion, elle explique à Charles qu'il pourrait gagner plus d'argent que ce qu'il touche avec sa retraite s'il venait dans sa pension. Charles pense donc avoir devant lui un avenir radieux et décide de suivre Dorothea dans sa chambre d'hôtel pour régler les papiers. Mais pendant qu'ils sont dans sa chambre, elle s'absente pour passer un coup de téléphone et Charles allume la télévision. Il ne s'attendait certainement pas à voir le visage de Dorothea en plein écran sur un avis de recherche pour meurtre. Charles devient tout blanc, prend ses affaires sans faire aucun bruit avant de claquer la porte. Il va à la réception pour appeler la police qui débarque à l'hôtel pour l'arrêter. Pendant son interrogatoire, elle ne va rien avouer du tout. Mais les enquêteurs qui ont ratissé tout son jardin et récolté des témoignages pendant sa cavale savent bien que ses victimes se comptent en dizaines et dizaines de personnes. Pendant son procès, la justice va l'accuser du meurtre de 15 personnes qui ont officiellement disparu et qui ont été signalées par leurs familles et leurs assistantes sociales. Mais Dorothea va continuer de clamer son innocence. Elle a simplement reconnu qu'elle arnaquait ses pensionnaires, mais jamais qu'elle les avait tués. Elle n'avait aucune idée de comment tous ces gens se sont retrouvés dans son jardin. À cause de ces mensonges, d'ailleurs, son procès a duré 1 an. À cette époque, c'était le procès le plus long de toute l'histoire californienne. Elle a invoqué le 5e amendement de la Constitution américaine. Vous savez, c'est cette loi qui permet à l'accusé de garantir sa propre sécurité juridique en empêchant qu'une personne soit jugée 2 fois pour le même crime ou qui lui donne la possibilité de ne pas avoir à témoigner contre elle-même. Au total, des centaines de témoins vont être appelés à la barre. Des pensionnaires, leurs proches, mais aussi des voisins qui vont parler des odeurs horribles dans le jardin. L'un d'eux va même expliquer qu'un jour, il a retrouvé des dents dans sa propriété. Le plus horrible, c'est que les pensionnaires ont expliqué que parfois leur eau avait un goût assez étrange. Un ancien jardinier a également raconté qu'un jour, Dorothea l'avait engagé pour creuser un trou dans le but de planter un arbre. Mais qu'une fois que c'était fait, Dorothea l'avait renvoyé sans lui demander de l'aide pour planter l'arbre. Des témoignages donc assez étranges. Et il y avait aussi le témoignage d'un chauffeur de taxi qui était aussi un bon ami de Dorothea et qui a complètement fait basculer le procès en disant qu'il avait transporté assez souvent des choses pour elle et qu'il avait lui aussi senti des odeurs nauséabondes dans la pension. Mais Dorothea lui avait dit que c'était des rats morts sous le plancher.
Les médecins ont ensuite retrouvé des sédatifs très puissants dans le corps des victimes. Les pharmaciens, qui ont souvent vu Dorothea dans leur boutique, ont tous confirmé que s'ils étaient mélangés à de l'alcool, les sédatifs peuvent causer la mort. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun témoin pour prouver qu'elle les avait tués comme ça. Après 43 jours de délibération, Dorothea sera jugée coupable de seulement 3 meurtres, faute de preuves. Elle sera condamnée par contre à 2 peines de prison à vie. Mais malgré ce verdict, une question poignante reste en suspens. Avait-elle un complice? Dorothea ne fait qu'1 m 60. C'est littéralement impossible que du haut de ses 59 ans, elle descende un résident sans problème, sans se blesser, sans se bloquer le dos et qu'elle mette des gens dans des trous. Ces victimes sont parfois des hommes qui font plus d'1,80 m et qui pèsent plus de 80 kg. Certains pensent donc qu'elle a un complice et qu'il a réussi à s'échapper. Les voisins diront d'ailleurs au procès qu'ils ont vu plusieurs fois un homme venir chez elle et repartir avec des sacs poubelles ou des brouettes pleines de déchets. Mais cet homme savait-il vraiment ce que contenaient ces sacs? En tout cas, il n'a jamais été retrouvé et ne s'est jamais manifesté non plus. Il faut dire que Dorothea a gagné tellement d'argent qu'il était très facile de payer quelqu'un pour acheter son silence. Une fois que Dorothea était derrière les barreaux, les journalistes se sont intéressés à elle et elle a accordé beaucoup d'interviews. Elle explique souvent qu'elle a été victime d'un horrible complot. Marrant, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Elle dit aussi qu'elle est très malade depuis qu'elle est enfermée pour attirer la sympathie des gens. Elle raconte à qui veut bien entendre qu'elle a une tumeur, une artère rompue, un cancer et qu'elle a subi 3 opérations chirurgicales. Toujours plus. Les psychiatres lui ont aussi fait passer des tests psychologiques qui ont conclu que c'était une femme schizophrène qui ne semble pas avoir de remords ou de regrets pour ce qu'elle a fait. Et c'est finalement le 27 mars 2011 qu'elle est morte dans son sommeil à l'âge de 82 ans. Depuis, sa pension a été rachetée par un couple d'Américains passionnés de faits divers qui organisent des visites payantes. C'est une véritable attraction. Cet établissement mythique accueille aussi régulièrement des chasseurs de fantômes la nuit pour poursuivre l'enquête. Plusieurs voisins disent d'ailleurs voir de temps en temps la nuit des fantômes. Certains pensent que c'est à cause des corps démembrés qui sont encore enfuis dans le jardin. On ne saura jamais vraiment combien de personnes elle aura tuées. Mais ce que révèle cette histoire, c'est aussi que les personnes les plus fragiles sont terriblement isolées et délaissées par le système. Et vous, quel est votre avis sur le fait que Dorothea est potentiellement un complice dans cette histoire? Pensez-vous qu'elle aurait pu s'occuper des corps toute seule? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.